Et on démarre par notre Gold partenaire. Oui. Donc, dans la... Voilà. Pour cette session, donc, on a deux présentations et puis une intervention de notre d'un des quatre partenaires des rencontres.l'étape, donc à savoir Octéo. Donc, on va lui laisser la main. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez du coup? Oui, oui. Très bien. Ok, super. Bonjour. Hop, donc voilà. Oups, pardon. Donc je démarre. Donc j'ai un quart d'heure, c'est ça, pour vous présenter? Voilà, exactement. Eh bien, parfait. Hop là, je mets ça. Hop, tout d'abord, merci beaucoup de nous laisser ce temps de parole pour Octéo. Donc, je vais brièvement me présenter parce que peu de gens me connaissent encore. Je viens d'arriver chez Octéo au mois de janvier, donc c'est vraiment tout récent. Je suis la responsable commerciale du pôle innovation chez Octéo, qui est l'un des pôles l'un des quatre pôles d'activité d'Octéo. Donc, notre rôle est aujourd'hui sur le pôle innovation de préparer le terrain pour demain et de penser à de nouvelles applications innovantes pour le monde agricole essentiellement, puisqu'Octéo est une coopérative numérique. Donc, on travaille d'abord pour nos adhérents et pour trouver des solutions innovantes pour demain. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais vous présenter deux applications Octéo qui sont d'actualité, notamment Dématagri, où je vais parler de dématérialisation, et je parlerai également d'Agrilib, Agrilib qui est une plateforme de rendez-vous en ligne. Hop, je vais... Vous avez aussi. Voilà, normalement, je dois avoir le contrôle. C'est peu entendre tout son. Hop là. Donc... Voilà, donc je vais commencer par vous présenter la première application qui est Dématagri, donc qui est une application de dématérialiser, qui va permettre aux agriculteurs de dématérialiser tous leurs documents, que ce soit bien sûr les factures, mais l'ensemble des documents qu'ils vont pouvoir traiter au niveau de leur exploitation. Donc, je vais d'abord vous faire passer un petit film qui résume un peu les fonctionnalités de l'application, de la solution. Et ensuite, je détaillerai un petit peu plus. Vous récoltez des tas d'ennuis en semant vos papiers? Découvrez Dématagri, une application simple et gratuite pour gagner du temps dans la gestion administrative de votre exploitation. Personnalisez votre classeur en fonction de vos activités. Dédiée aux professionnels du monde agricole, l'application vous permet de simplifier votre charge administrative, tout en gagnant du temps. Vous devez classer, conserver ou partager les documents envoyés par vos organismes, vos fournisseurs ou vos associés. Fini les corvées. Dématagri vous permet de scanner vos documents dans un classeur numérique et de les archiver de façon ultra sécurisée. Pour vous concentrer exclusivement sur votre cœur de métier, Dématagri vous guide au quotidien et vous permet de payer ou de signer électroniquement vos documents en toute sécurité. Téléchargez gratuitement Dématagri sur Apple Store et Play Store.
Voilà, donc pour la petite vidéo. Hop, et avant d'enchaîner sur l'explication avec un peu plus de détails de Dématagri, je fais la transition. Donc, vous avez vu une vidéo Dématagri qui est disponible sur YouTube également. On peut la revoir. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'on est en train de lancer une web série Dématagri sur le 2e trimestre de l'année où il y aura de nouveau une vidéo pour présenter la solution, mais également des vidéos avec des interviews d'agriculteurs utilisant l'application pour avoir un retour utilisateur, un retour terrain. Donc, la première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi Dématagri? Donc, tout d'abord, on a fait un constat côté agriculteur qui était la difficulté de la gestion administrative avec en moyenne 9 heures par semaine passées pour la gestion administrative, la gestion des documents. Donc, c'est vraiment un temps qui est assez important, qui est dédié à ces tâches administratives, qui ne va pas forcément en s'arrangeant parce qu'on sait que les contraintes réglementaires sont de plus en plus exigeantes. Et enfin, pour finir, cette application aussi a été créée pour répondre aux enjeux du numérique, puisque le numérique a de plus en plus sa place dans le monde agricole. Donc ça, c'est vraiment le constat côté agriculteur. Côté organisme, il y avait différents constats, que ce soit au niveau de coûts, des coûts qui sont, aujourd'hui qui sont évitables, et il y a également une part d'enjeux légaux dans cette solution Dématagri. Aujourd'hui, on sait que envoyer des documents par papier coûte cher, de plus en plus cher. Il y a eu une augmentation des tarifs sur 2023. En moyenne, on est à minimum 1,42 € par envoi papier. Donc là, ça prend également en compte le coût du papier, le temps passé pour organiser l'envoi des documents. Les factures papier, ça s'élève, c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc là, il y a tout le traitement de la facture qui est pris en compte également. Et la signature électronique, la signature manuscrite, qui est également un coût pour les entreprises. Et la gestion de la communication via les SMS, on estime qu'un SMS pro aujourd'hui, c'est 0,05 €. C'est un minimum. J'ai vu chez des clients des coûts beaucoup plus importants. Ensuite, si on passe, quand on envoie un document, donc papier ou parfois par mail, certaines entreprises font le choix d'envoyer par exemple une facture par mail. Il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve de dépôt ou de réception du document papier. Un document envoyé par courrier, n'a pas forcément on n'a pas de preuve que l'adhérent, que le client l'ait reçu. Et de même, un document envoyé par email n'a aucune valeur légale. Donc, il y a tout cet enjeu aussi autour de la légalité et de la preuve des dépôts qui nous ont amenés à construire la solution Dématagri. Et enfin, le troisième constat qu'on peut faire, et là c'est plus moi qui vais vous poser une question, c'est: êtes-vous prêt pour la facturation électronique? Je vais vous remettre un petit calendrier, faire un petit focus assez rapide sur la facturation électronique avec les dates clés à retenir, avec notamment au 1er juillet 2024, donc dans un petit peu plus d'1 an, mais ça va arriver très vite. Il va y avoir l'obligation de la réception des factures au format électronique. En tout cas, tout le monde doit être en mesure de recevoir des factures par voie électronique au 1er juillet 2024. L'émission va être obligatoire uniquement pour les grandes entreprises. Ensuite, le calendrier s'étire au 1er janvier 2025. Ce seront les entreprises de taille intermédiaire qui devront travailler sur l'émission de leurs factures électroniques. Et enfin, pour les plus petites entreprises, on sera au 1er janvier 2026. Mais il y a quand même la date du 1er juillet 2024 où tout le monde doit être en mesure de recevoir ces factures au format électronique.
et c'est valable pour que ce soit pour les factures fournisseurs ou clients. Donc avec Dématagri, justement, Dématagri est comme vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, c'est un classeur numérique avec un archivage sécurisé à valeur probante où les clients peuvent stocker les documents qui leur sont envoyés, mais également leurs propres documents grâce à la solution de scan intégrée dans l'application. Application disponible sur multi-supports, que ce soit iPhone, Android ou même sur le web via la plateforme de diffusion AgriMaker. C'est un service gratuit pour les agriculteurs avec aujourd'hui plus de 8000 utilisateurs. Donc, côté agriculteur, voilà, c'est vraiment une simplification de la gestion de l'exploitation. Ça permet de gagner du temps. Donc, comme je disais, ils peuvent scanner des documents donc facilement à partir aujourd'hui d'un smartphone. Les documents sont classés. Voilà, c'est de manière très intuitive. Il y a un pré-classement qui est créé lorsqu'on télécharge l'application. Les documents vont directement dans les dossiers appropriés. Et ensuite, grâce au scan intelligent, ça permet de rechercher de manière très, très facile tous les documents, que ce soit les contrats, les factures, voilà. Et dernièrement, comme on sait qu'une exploitation, ça se gère rarement seul, il y a la possibilité d'inviter des associés et de pouvoir partager le classeur numérique avec ses associés ou ses salariés, par exemple. Donc, c'est une application ou un service web qui est entièrement gratuit pour l'agriculteur dans la mesure où il peut recevoir de manière illimitée les documents qui lui sont envoyés par ces différents organismes. Il peut créer ses dossiers, ajouter un membre, partager avec un membre l'application. Et il a le stockage à valeur probante. La version gratuite, la seule limite, c'est si lui, il veut ajouter des documents, numériser des documents, la possibilité se limite à 50 documents. Ensuite, c'est sur la version payante pour avoir un espace de stockage plus important, mais ça ne l'empêche pas en tout cas de recevoir l'ensemble des factures de ses fournisseurs, de ses organismes. Côté organisme maintenant, l'intérêt pour vous de travailler avec Dématagri, c'est la mise à disposition des documents, que ce soit pour les adhérents, les clients agriculteurs. C'est de faire signer électroniquement des contrats, par exemple, donc avec un bon taux de retour de documents. C'est extrêmement simple et rapide de signer de manière électronique. Capacité de stockage illimitée, les documents que vous mettez sur Dématagri vont être stockés sur nos serveurs sécurisés, localisés en région Rhône-Alpes. Il y a également la possibilité d'envoyer des notifications. Voilà, ça peut servir pour des rappels, des relances pour les utilisateurs de l'application. Voilà pour Dématagri, et je vais passer à AgriLib vu qu'il me reste quelques minutes pour vous présenter AgriLib. Donc AgriLib, qu'est-ce que c'est? AgriLib, c'est un service numérique qui permet aux exploitants agricoles de prendre rendez-vous en ligne, voilà, avec des prestataires de services, donc vraiment c'est vraiment une plateforme où ils pourront retrouver tout, que ce soit leurs conseillers, des pareurs, des vétérinaires, les chambres d'agriculture, par exemple, pour avoir de l'aide pour les rendez-vous PAC. Voilà, c'est une demande aujourd'hui assez forte que l'on a là-dessus. Donc, aujourd'hui, un agriculteur appelle son prestataire, il fixe un rendez-vous, prestation est réalisée. Il y a des contraintes, il faut appeler au bureau horaire, on n'a pas la visibilité sur toutes les disponibilités horaires, et parfois il peut y avoir aussi un manque de connaissances
sur le catalogue, sur l'ensemble des services. Donc là, au moins, il y a vraiment une plus grande visibilité avec Agrilib. Côté prestataire, on sait que la gestion des rendez-vous clientèle, c'est assez lourd. Pour ceux qui doivent se déplacer sur les fermes, ce n'est pas toujours simple d'optimiser justement l'ensemble de ces déplacements. Et enfin, pour faire la promotion des services, on sait que c'est un investissement de temps et d'argent assez important. Là, avec Agrilib, ça permet aussi une bonne visibilité de l'ensemble de vos services. Donc, Agrilib, c'est pareil, c'est comme des Matagri. Pour l'utilisateur final, pour l'agriculteur, c'est une application mobile ou web qui est entièrement gratuite. Pour côté prestataire, l'espace est paramétrable avec des formulaires clients pour avoir des renseignements sur le client au préalable du rendez-vous. Des réservations d'équipements sont possibles. Je pense aux cages de parage, par exemple, c'était une demande. Voilà, et ça vous apporte une meilleure visibilité des services. Une gestion facilitée des inscriptions pour créer des événements comme des assemblées générales, des formations. Et on est en train de mettre en place aussi, j'en parlais, donc une optimisation du plan de tournée pour vraiment gagner du temps sur les parcours. Et voilà, j'en ai fini pour vous présenter nos deux solutions, Agrilib et Dematagri. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation. Sur Dematagri, vous pouvez nous dire donc le réseau de distribution, comment ça se passe? Quel réseau aujourd'hui, c'est Octéo. Enfin, moi, je m'occupe de la distribution de Dematagri. Donc aujourd'hui, les organismes, nos clients passent un contrat avec nous et après, c'est à eux les organismes, c'est à eux de faire la promotion de Dematagri auprès de leurs adhérents, clients et déposent leurs documents sur la plateforme, sur leur plateforme dédiée en fait. Et après, leurs adhérents, leurs clients ont accès du coup à leurs factures de manière numérique. On a une question dans le chat. Quel est le tarif pour les organismes des deux outils? Alors, pour Agrilib, on est sur un tarif à partir de 29 € par mois. Donc après, ça va dépendre un petit peu des options que vous prenez, du nombre d'utilisateurs. Mais voilà, on est à partir de 29 € par mois pour Agrilib, pour la plateforme de rendez-vous en ligne. Et pour Dematagri, ça va dépendre du nombre de documents que vous gérez à l'année. Donc là, on est à partir de 60 € par mois. Et après, les tarifs augmentent en fonction du nombre de documents. Mais après, voilà, il ne faut pas hésiter. Du coup, je suis la personne contact. Vous avez mon contact dans le diapo. Je suppose que le PowerPoint sera diffusé. Mais pas hésiter à me contacter pour avoir plus de renseignements au niveau des tarifs et du fonctionnement général. Oui, une autre question? Non, je disais OK. Très bien. Si pas d'autres questions, on passe à la suite. Oui. C'est Laurent Delot sur les retours d'expérience, les résultats d'expérimentation sur des implantations de prairies sous couvert métallique, c'est ça? Exactement. Eh bien, dernière partie de la journée. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. On t'entend très bien, Didier, oui. Impeccable. Oui, moi je vais me présenter, donc Didier Delot, donc je suis responsable R&D à 3CE. Je suis arrivé il y a maintenant 4 mois sur 3CE. Et auparavant, donc j'étais ingénieur régional fourrage sur la station Orvalis de Saint-Hilaire-en-Wavre, donc dans la Meuse. Alors pourquoi parler de prairies et d'implantation de prairies, hein?
Pendant la pause, j'ai vu défiler une publicité sur Grass School, hein, sur une formation sur les prairies, sur leur gestion et sur l'implantation. Et on voit qu'effectivement, c'est une vraie problématique, hein, cette problématique autour de l'implantation des prairies. Et quand on est avec des ruminants, ben voilà, la prairie représente quand même une part importante de l'alimentation de nos ruminants, hein. Si on regarde un peu la prairie en France, hein, c'est un peu plus de 11 millions d'hectares, c'est 20% de la surface nationale. Et quand on regarde les prairies, ben, c'est 87% de la surface fourragère. Donc la prairie a une vraie place dans l'alimentation des ruminants. Et on est confronté à des problématiques aujourd'hui de dégradation de prairies et de réimplantation de prairies qui se compliquent. Alors juste deux mots. Voilà, deux mots sur 3CE, hein. Qu'est-ce que c'est 3CE? On est assez neuf également dans le réseau Eliance. C'est ni plus ni moins que voilà, la mutualisation de trois services élevages, hein, des chambres d'agriculture à la fois de la Haute-Marne, de la Moselle et puis de l'Alsace. C'est en gros 130 collaborateurs, c'est un peu plus de 1100 élevages qui sont suivis. Sur ces 1100 élevages, on a 93 000 vaches laitières qui sont contrôlées, mais on a également 9 000 vaches allaitantes. Voilà un peu pour repositionner 3CE et notamment voilà, d'où je viens et d'où je vous parle surtout et les problématiques qu'on est amené à rencontrer dans la région Grand Est. Alors voilà, les aléas climatiques, on en a parlé tout à l'heure, un changement climatique, c'est aussi une problématique, hein, pour implanter des prairies et on est confronté, ces semis de prairies sont souvent confrontés à plusieurs problèmes, hein. Ils peuvent être pénalisés par des excès d'eau qu'on peut avoir en fin d'hiver et donc sur des implantations de printemps, c'est souvent assez compliqué. Ils peuvent être confrontés à des problématiques de sécheresse précoce, hein, de printemps qui peuvent arriver dès mi-mai et se poursuivre sur juin. On connaît, voilà, depuis maintenant 4 années, sur les 5 dernières années, on a connu des sécheresses estivales qui posent un vrai problème également. Et puis, on peut avoir également, et ça c'est une autre problématique, hein, c'est des gels précoces, hein, qui vont pénaliser les implantations de prairies de fin d'automne. Deux périodes traditionnelles de semis des prairies, hein, c'est soit le printemps, soit le semis de fin d'été. Et on voit que d'ailleurs, on a ces difficultés à pouvoir implanter dans de bonnes conditions nos prairies, voire à rénover, hein, des prairies permanentes, puisque le changement climatique a aussi eu un impact assez important sur la dégradation des prairies permanentes. Si on reprend un petit peu les préconisations historiques, hein, au niveau des dates d'implantation, donc on a dit, hein, deux grandes périodes d'implantation. En gros, 80-85% des prairies en France sont plutôt implantées en fin d'été. Et derrière, on voit un peu, ben voilà, les dates, hein, qui peuvent être indiquées avec, voilà, des dates, notamment sur la région nord-est autour du 30 août. Et quand on connaît les difficultés pour pouvoir implanter à cette période-là avec des sécheresses de fin d'été, début d'automne qui peuvent être très importantes. Et sur les semis de printemps, ben pareil, des préconisations de date avec voilà, des propositions d'implantation jusqu'au 20 mai. Et là également, avec les sécheresses de début de printemps qu'on a, on se rend compte qu'effectivement, ces dates, elles sont quand même de moins en moins adaptées au contexte climatique. Alors, comment définir un peu la date de semis d'une prairie sur la fin de l'été? C'est de se dire que déjà, ben voilà, il va falloir faire le compromis entre deux choses. Il ne faut pas semer trop tôt, ben, pour éviter ces sécheresses de fin d'été qu'on connaît et de début d'automne qu'on connaît tous plus ou moins, mais il ne faut pas non plus les semer trop tard parce que d'ailleurs on risque d'avoir des destructions donc des jeunes plantules lorsque la prairie est en début d'installation par des gels précoces. Et donc la question qu'on s'était posée, c'était ben voilà, quelle est la date limite pour réussir un semis de prairie multi-espèces de fin d'été?
Avoir en tête qu'il faut que les plantes elles aient atteint un certain stade pour pouvoir résister à des aléas climatiques, et notamment le stade, voilà, c'est le stade trois feuilles trifoliées pour les légumineuses, qui sont souvent les espèces les plus sensibles. Et si on parle des graminées, ça va être le stade, il faut avoir au minimum atteint le stade 4-5 feuilles pour avoir des plantes qui soient en capacité de résister à des stress hivernaux. Et donc, pour atteindre ce stade, voilà, il faut à peu près avoir cumulé 600 degrés jour après le semis. Donc, il nous faut de la température, mais il nous faut aussi de l'humidité. Il nous faut de l'eau, il nous faut de la pluviométrie. Et donc, pareil, il faut essayer d'avoir cumulé entre 10 et 30 mm sur les 15 jours qui vont encadrer le semis pour avoir un démarrage le plus rapide possible de l'installation des plantes. Voilà, et puis donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé donc avec un outil de projection climatique qui s'appelle le Climat 21, qui est un outil qui permet, en se basant sur des données Météo France, sur un pas de temps donné là, qui est de 30 ans, et en faisant jouer un certain nombre de scénarios climatiques, de voir un peu comment on peut se projeter dans le climat futur. Et puis donc là, on s'était basé sur la station météo donc, dans la Meuse de Saint-Hilaire. Donc voilà comment ça se déroule. Donc là, on est sur des références historiques, 76-2005, qui est voilà, ce qu'on a pu connaître. Je sème ma prairie au 1er septembre. Mes 600 degrés jour, je les ai atteints au 20 octobre. En moyenne, sur cette période 76-2005, ma période de gelée, elle démarrait autour du 15 novembre, donc en fréquentiel sur ces 30 années. Donc, en règle générale, si je sème au 1er septembre, à cette période-là, je n'avais jamais de risque de gel, donc je pouvais implanter jusqu'au 1er septembre sans aucun souci. Après, la question était, est-ce que je peux décaler cette date de semis en semant non plus le 1er septembre, mais le 15 septembre. Mes 600 degrés jour sont atteints forcément beaucoup plus tardivement, puisque je cumule beaucoup moins de sommes de température quand j'arrive sur les mois de octobre, novembre, et j'atteins ces 600 degrés jour autour du 23-11. Date de début des périodes de gelée, le 15 novembre. Donc là, j'avais un maximum de risque d'avoir des problèmes de plantules qui vont être touchées par le gel, et donc d'ailleurs une destruction partielle ou totale de ma prairie. Si maintenant on se projette sur le climat futur, mais qui est le climat qu'on vit actuellement, 2021-2050, on constate qu'on a une augmentation des températures automnales, et donc d'ailleurs on va cumuler un petit peu plus de température, et en règle générale les gelées vont être plus tardives. Et donc là, si je propose de décaler de 15 jours et donc de semer ma prairie au 15 septembre, ma date de sensibilité, donc mes 600 degrés sont atteints autour du 8 novembre. Dans cette projection 2021-2050, ma période de gelée démarrant le 25 novembre, j'aurai jamais de risque de gel, donc ça pose aucun souci. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est 15 septembre, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller un peu plus loin, parce que souvent, encore au mois de septembre, on a ces problématiques de sol relativement sec. Et donc, si je décale de 15 jours au 1er octobre, là, pour atteindre mes 600 degrés, malgré une augmentation des températures automnales, les 600 degrés, je vais les atteindre plutôt fin décembre. Donc là, je vais être en plein de nouveau dans la période de gel, et donc derrière le risque il est maximal dans ces conditions-là. Donc on voit que de semer une prairie en sol nu, ça représente quand même une sacrée gageure. C'est de plus en plus compliqué du fait justement de ce changement climatique. C'est néanmoins une technique qui est souvent quand même encore aujourd'hui la plus utilisée, parce que d'ailleurs elle va faciliter tout ce qui est intervention culturelle. Je n'ai qu'une seule espèce à gérer, c'est ma prairie. Donc au niveau du travail du sol, au niveau du semis, au niveau du désherbage ou de la fumure, je ne vais gérer qu'une culture. Mais voilà, on l'a vu, il y a de plus en plus d'échecs en lien avec les conditions climatiques et l'évolution du climat. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le semis sous couvert ne serait pas une alternative? Et donc là, on va se baser sur des travaux qui ont été faits notamment donc, sur la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, où ils ont donc regardé l'implantation de prairies sous couvert de métailles d'automne.
Et donc, derrière deux types de valorisation, soit mon métail, je vais le valoriser donc en fourrage, donc je vais récolter en verre. Et quels sont un peu les résultats dans ces conditions-là? Donc, ils ont comparé une situation où je sème ma prairie multi-espèces seule, ou je la sème sous un mélange triticale pois que je vais ensiler. Donc, dans le cas où j'ai une prairie permanente, enfin une prairie multi-espèces qui est implantée seule, voilà, les rendements que je vais faire en première année, en deuxième année, un peu plus de 7 tonnes sur les 2 années, donc je vais avoir cumulé 14 tonnes. Lorsque je vais l'avoir implanté sous mélange d'un métail, eh bien, je vais déjà récolter mon métail, il y aura un peu de prairie dedans, mais je vais avoir essentiellement du métail, donc autour de 12 tonnes de matière sèche récoltée. Ma prairie multi-espèces, ben, c'est vrai que la première année, elle ne va pas produire grand-chose, elle a été sous le couvert, donc elle a été un petit peu pénalisée. Et puis la deuxième année, par contre, voilà, elle va produire autour de 8 tonnes. Donc en totalité, je vais avoir produit 21 tonnes, quasiment 22 tonnes dans cette optique-là de prairies semées sous couvert. Et donc en moyenne, sur 2 ans, c'est 50% de plus de fourrage de récolté avec ce type d'implantation. On voit que la productivité du métail, elle n'a pas été modifiée par l'implantation de la prairie. Et puis, ce qui est constaté, c'est qu'on a une maîtrise du salissement de la prairie qui est plutôt correcte avec ce semis sous couvert. Deuxième situation, je ne récolte pas mon métail en verre, mais je vais jusqu'à la maturité du grain et je le récolte en grain. Donc, deux situations. J'ai mon mélange triticale pois que je récolte et ensuite je viendrai implanter ma prairie une fois que mon métail sera récolté. Ou alors, toujours, j'implante ma prairie multi-espèces sous couvert d'un mélange triticale pois. Premier constat, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand mon métail est géré seul et récolté seul, on est autour de 41 tonnes. Lorsqu'il est avec un semis sous couvert de prairie, il est un peu pénalisé puisque là, on perd en gros 20% de rendement avec 32 quintaux. Dans un certain nombre de travaux qui ont été menés, on a vu qu'on pouvait perdre jusqu'à 30% quand même du rendement du métail récolté en grains. Donc ensuite, je vais implanter ma prairie. Donc la première année, elle va rien produire hein, parce que derrière, elle sera implantée après la moisson, donc relativement tardivement. Et puis l'année suivante, eh bien, elle va commencer à produire, mais elle va produire un petit 5 tonnes de matière sèche dans les conditions de la ferme expérimentale. Si elle était semée sous couvert, dès que mon métail va être récolté, elle va voir le jour, elle va pouvoir se développer. Et donc, dès la première année, j'ai la capacité de récolter 2 tonnes de matière sèche. Et la deuxième année, je suis sur une prairie classique et je vais récolter quasiment 8 tonnes de matière sèche. Et là encore, on voit qu'effectivement, si on cumule donc la biomasse sur les 2 années, ben, le fait d'avoir implanté ma prairie sous un métail a eu un effet très favorable sur la quantité de biomasse récoltée et également une maîtrise du salissement qui a été plutôt correcte. Deuxième lieu d'expérimentation, donc sur la ferme expérimentale donc de Saint-Hilaire en Wavre. Là, on était plutôt dans le cadre d'une rénovation de prairie dans un programme qui s'appelle le programme Prégli, et donc sans glyphosate et sans labo. Et donc derrière, une des techniques, ça a été de voir est-ce que si je sème ma prairie sous couvert d'une culture d'automne, et là encore un métail, est-ce que dans les conditions climatiques de la région Grand Est, est-ce que ça peut avoir un intérêt et est-ce que c'est jouable? Donc voilà, la prairie, elle est détruite donc fin juillet avec un travail superficiel. Mi-septembre, je reviens faire un deuxième passage. Et puis fin septembre, début octobre, je viens semer le même jour mon mélange céréales protéagineux, hein, donc un mélange tout simple, un triticale pois fourragé. Et puis le même jour, au-dessus, donc là, je vais semer à 2-3 cm mon métail. Et puis je viens semer à 1 cm ma prairie, voilà, qui est décrite ici avec un mélange d'espèces à la fois de graminées et de légumineuses. Et on voit bien, donc, alors on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au 21 octobre, on voit nos lignes de semis de métail hein, qui sont bien présentes, et donc la prairie qui est juste en train de lever. Et au 19 mai, voilà un petit peu le type de culture qu'on va récolter. Et donc, si on va directement au résultat… Il reste un petit peu moins de 5 minutes. Si on peut… C'est bon, pas de souci. Ok, merci.
Donc, on va aller directement, oui, au résultat. Donc, le témoin, c'est la prairie initiale, hein, qui était une prairie dégradée. Hein, je vous l'ai dit, prairie permanente dégradée. On le voit bien. Voilà, on était sur, donc on est sur 2020, une année un peu difficile, mais on est voilà sur un rendement de 4,5 tonnes. La rénovation de la prairie a permis donc avec un semis, je dirais un peu classique, hein, technique de travail superficiel et simplifié du sol. On a amélioré le rendement de la prairie. Et puis, on voit que notre semis sous couvert fin septembre, ben voilà, c'est quand même celui qui nous permet d'atteindre quasiment 7,5 tonnes sur une année 2020 qui était une année relativement sèche. Même dispositif remis en place une deuxième année, l'année suivante, donc en 2021, avec des niveaux de rendement qui sont bien supérieurs, mais néanmoins avec toujours un décalage en faveur du semis sous couvert de métail. Et puis, si on regarde un petit peu l'analyse floristique, hein, donc notre témoin, c'était notre prairie initiale avec essentiellement des graminées, un peu de diverses. La technique donc, de travail simplifié nous a permis de ramener des légumineuses, ici en bleu, par contre avec une forte part de diverses, hein, et donc un salissement de la prairie qui, dès la première année, est relativement élevé, ce qu'on ne retrouve pas du tout donc, sur la prairie qui est semée sous couvert, part de légumineuses relativement important, et on est au cours de 1 ou 2% donc de diverses. Donc vraiment, voilà, on se retrouve avec des prairies qui sont très propres dès la première année, et on a exactement la même chose sur la deuxième année. Et puis, on va juste terminer en vous présentant donc deux retours d'expérience d'éleveurs donc sur 3CE. Donc là, une expérience donc vécue donc en Alsace Bossu, où derrière on vient semer la luzerne sous couvert d'un métail. On n'est plus sur une prairie, mais on est sur une luzerne. Et donc derrière, on va aller directement également là au résultat. Métail qui a été récolté pour une part en fourrage et pour une deuxième part, enfin pour la deuxième partie de la parcelle en grains. Donc on voit voilà 5,5 tonnes de matière sèche en fourrage, 35 quintaux en grains. Le fait d'avoir récolté en fourrage nous a permis, dès la première année, d'avoir 2 coupes supplémentaires, de 21, quand même une année où ça a plutôt bien poussé, où il y en avait plutôt de l'humidité. Donc voilà, on est quasiment à 4 tonnes de matière sèche sous une récolte en fourrage, et puis juste une récolte sur une conduite en grains. Et puis, deuxième et dernier retour d'expérience, donc rénovation d'une prairie permanente dégradée par des sangliers, qui est une vraie problématique hein, également dans notre région, mais comme dans d'autres, avec 50% de la prairie qui était dégradée. Et donc là, derrière, un itinéraire donc, de rénovation de prairie. Je viens semer, donc là, on est plutôt sur un semis donc, de printemps. Je viens semer mon avoine, 55 kg hectare, et derrière, je viens semer ma prairie multi-espèces. Rendement estimé donc de l'avoine, hein, autour de 4,4 tonnes de matière sèche. On voit qu'on est plutôt sur une récolte relativement précoce, et donc derrière des valeurs alimentaires qui sont plutôt correctes, hein, avec 15% de MAT, quasiment 0,8 UFL. Et puis derrière, la possibilité de revenir pour valoriser la prairie par des animaux. Donc là, c'était des genisses, hein, 4 semaines après. Et puis derrière, une coupe précoce qui a été refaite 4 semaines après de la prairie. Et ensuite, sur la période automnale, valorisé par du pâturage de genisse. Donc, j'en termine là hein, en conclusion. L'objectif voilà, de ce semis sous couvert, c'est vraiment de décaler les dates de semis de prairie, de limiter l'impact des aléas climatiques. On se rend compte, voilà, un peu quels que soient les lieux où ça a pu être testé, ça garantit quand même l'installation de la prairie. Ça favorise et ça augmente son niveau de productivité la première année. On a constaté également une limitation du salissement. On est plutôt sur des prairies qui sont propres à très propres. Mais derrière, voilà, c'est la nécessité de passer 2 fois. Je viens semer ma culture et puis ensuite, je viens semer ma prairie. Et donc, voilà, si on devait résumer un peu cette technique-là, cette technique, c'est que derrière, voilà, on va avoir de la qualité, on a du rendement, de la productivité. Et c'est vraiment une technique qui va nous permettre de nous adapter au changement climatique quand on va parler d'implantation de prairies. Voilà. Merci pour la présentation. Il y a une question dans le chat, éventuellement, je vous proposerai d'y répondre et également dans le chat. Ok. Ça permettrait de passer au dernier sujet et de dire le timing. Désolé pour la bousculade de fin. Donc, le dernier intervenant, ça doit être Alexandre Matorel, robustesse ou stress thermique, pardon.
Oui, absolument. Avec Patrice Dubois qui viendra tout à l'heure. Ok, Hop. Donc, bonjour à tous. bonjour Alexandre. Alors, si ça veut bien marcher, j'arrive pas à faire défiler le… C'est bon, ça s'affiche. Bon, oui, très bien, ça prend un petit peu de temps, mais très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, dans un premier temps, je souhaitais simplement resituer un petit peu géographiquement la zone FIDOC. Donc, je ne me suis pas présenté, pardon. Donc, Alexandre Matorel, je travaille pour la FIDOC, qui est la fédération des conseils en élevage du Grand Sud-Est, cette grande zone sud-est que vous voyez ici sur la carte. Donc, historiquement, c'est une fédération qui regroupe des… Est-ce que vous voyez le curseur là quand je bouge sur la carte? Non. Non, bon, tant pis. Donc, historiquement, donc, c'est une fédération qui regroupe des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'essentiel, enfin la quasi-totalité des départements de la région, à l'exception du Cantal, qui travaille avec nos amis de Ptilé, donc la zone sud-ouest. Et puis, vous voyez aussi la Bourgogne et quelques structures en zone centre, Nouvelle-Aquitaine et la zone PACA. Voilà. Un petit mot ici sur le contexte régional. Donc, nous avons la chance d'être dans une région qui est très dynamique dans le soutien aux filières, notamment à la filière laitière, à travers deux dispositifs de financement, enfin deux dispositifs qui nous concernent. Le premier, c'est dans le cadre d'une association, une structure qui s'appelle Aura Élevage. Donc là, c'est ce qu'on appelle le programme régional de filière lait. Donc ça concerne des actions dites techniques, d'accord, donc des actions de fonctionnement. Il y a également des aides directes à l'investissement pour les éleveurs. Et donc ces actions, concrètement, ce sont des audits en ferme, des diagnostics, des prestations de conseil, voilà, pour l'essentiel. Et puis ensuite, le second dispositif qui s'appelle PEPIT. Donc PEPIT pour pôle d'expérimentation partenariale vers l'innovation et le transfert par les agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, concrètement, ce sont des expérimentations, pardon. Donc on n'est pas dans la R&D pure, mais en tout cas, on s'en approche. Voilà. Donc, dans le cadre du premier dispositif de financement, donc dans le cadre du programme régional de filière lait, si ça veut passer. Voilà. Donc, une première action qui s'intitule Maîtrise du stress thermique. Donc, cette action-là, elle a débuté l'an passé, en 2021, et elle se prolongera à minima jusqu'en 2027, dans le cadre du prochain plan. Donc, l'objectif de cette action, c'est de diagnostiquer en été, pendant les phases de stress thermique pour les animaux, le confort du bâtiment et la conduite d'élevage pour produire du lait de qualité et conserver des animaux en bonne santé. Donc, l'objectif aussi, c'est en termes de volumétrie, c'est 80 diacs par an. Donc, on a réalisé 160 à ce jour. Donc, si on revient rapidement là sur l'année 2021, c'est une année un peu particulière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas chez nous. Donc, c'était un été relativement humide et puis avec peu de périodes de forte chaleur. Et en revanche, en 2022, c'était complètement l'inverse. Période de sécheresse dès le mois de juin et jusqu'au mois de septembre. Et puis plusieurs périodes répétées ou épisodes répétés de canicule ou de forte chaleur. On peut préciser également qu'en 2022, donc dans le cadre de cette action, on a utilisé l'outil Breeder Air d'Ellipse. J'en profite pour saluer Laurent, je ne sais pas s'il est connecté, Laurent Mériot. Donc, ce n'était pas dans le cahier des charges, on en reviendra tout à l'heure là, sur cette action maîtrise du stress thermique, mais ça nous a permis de capter et de collecter des données complémentaires et donc d'augmenter nos connaissances sur cette thématique-là du stress thermique. Un second projet qui s'inscrit cette fois-ci dans le second dispositif de financement, donc dans le cadre PEPIT, c'est-à-dire d'une expérimentation, un projet qui s'intitule Robustesse, donc pour robustesse au stress thermique. Là, l'objectif, c'est de mettre au point des indicateurs prédictifs de la réponse animale au stress thermique à partir du flacon de lait. D'accord, donc les données animaux, troupeaux, laitaux, les données laitage, interpro. Donc c'est un projet en partenariat avec l'Institut de l'élevage et Vétagrosup, un projet sur 3 ans qui a été déposé l'an passé, validé, et donc là qui vient simplement de démarrer, donc qui s'étalera jusqu'en 2025. Donc il y a plusieurs phases. La première phase qui se construit en ce moment, c'est l'élaboration d'une base de données sur l'ensemble des élevages de la région, donc à partir des données animaux, troupeaux, les données météo et généalogie.
avec pour objectif de caractériser la variabilité de l'état de forme des vaches laitières. La phase 2 qui interviendra au second semestre de cette année. Là, l'objectif, c'est d'identifier l'indicateur ou les indicateurs pertinents et ensuite les profils d'élevage à suivre pour la phase suivante qui sera les tests en élevage et le suivi, donc tout au long de l'année 2024 et jusqu'à la fin de l'été 2025. Voilà. Et la dernière phase, c'est une phase classique de valorisation et de diffusion. Donc là, concrètement, ce seront des conférences, donc au SPACE et à Cournon, des journées éleveurs, la réalisation d'une vidéo, de fiches techniques, d'articles scientifiques, etc. Entre parenthèses, il y a 2 projets qui ont été déposés et dont lesquels nous serons partenaires. Un projet CASDAR qui s'intitule Esther, qui a été déposé par l'Institut. Là, l'objectif, ce sera de bâtir des modèles de prédiction des conditions d'ambiance basés sur les données météo et les caractéristiques du bâtiment et des animaux présents. Puis ensuite, élaborer des outils pour déterminer l'exposition au risque de stress thermique afin d'améliorer le pilotage et le conseil en élevage. Donc ça, c'est le premier projet. Et le second, il s'inscrit dans le cadre de MOCube. MOCube, que tu connais bien, Jean-Noël, qui est une structure sur l'innovation autour de la race Montbéliarde. Donc, il y a un projet qui s'intitule Stellaire, donc autour du stress thermique. C'est un projet dit émergent ou d'amorçage. Donc là, le but, ce sera d'accompagner les éleveurs à grande échelle, de valoriser les nouvelles technologies et le levier génétique, pour trouver des solutions durables et économiques. Voilà. Donc ça, nous verrons d'ici la fin de l'année si ces 2 projets-là sont validés. Et puis ensuite, donc avant de laisser la parole à Patrice, donc à partir de ces projets-là, nous avons pu établir une démarche d'une part, et puis des recommandations. Et donc maintenant, je laisse la parole à Patrice Dubois pour vous en dire davantage sur les aspects techniques de nos travaux. Merci Alexandre. Donc Patrice Dubois, directeur de Rhône Conseil Élevage. Donc j'encadre donc avec Alexandre Batia, mon conseiller, donc un petit peu la démarche sur qu'on a appelé les 10 commandements pour appréhender le stress thermique. Pour écrire un petit peu de cette page conseil, donc on a beaucoup travaillé. Donc je remercie Bertrand Fagot de l'Institut de l'élevage. On a travaillé depuis 2020 sur des projets d'accompagnement par rapport au stress thermique. Et puis Jean Charef qui doit être dans la salle. Donc voilà. Donc la photo du centre, on sait directement qui est au centre avec le bâtiment. Il y a un 4 pages qui s'appelle Plan d'action pour adapter son bâtiment d'élevage laitier aux conditions chaudes estivales. Donc où on a repris un petit peu la photo pour qu'on communique tous ensemble. Donc vous verrez, il y a 7 recommandations. Nous, on a mis 10 commandements parce qu'on a détaillé un petit peu certains items. Donc, les 10 commandements pour appréhender. Donc, si je pars de la qualité des fourrages à droite, donc on va au silo. Donc, nos visites, on essaye de les faire entre 14h et 16h pour être au moment dans le bâtiment où les conditions d'élevage sont les plus critiques. Donc, par contre, pour appréhender le stress thermique, il faut aussi appréhender la nutrition. Donc, qualité des fourrages au silo, qualité de la ration distribuée, quantité de ration. On va abreuvement. Donc, si les vaches sont au pâturage, donc présence d'arbres, on fait des notes d'état de forme sur nec, rumen, pied. On regarde le confort de couchage. On regarde toute la partie qui est rayonnement, luminosité, rayonnement. Et après, cette année, on a utilisé, comme Alexandre a dit, l'outil Breeder pour faire un diagnostic de ventilation. Donc, ventilation naturelle, notamment la vitesse de l'air. Et après, mécanique pour voir si la ventilation mécanique est efficace pour passer du THI, comme on dit, qui est un critère extérieur, au HLI, qui est vraiment la température ressentie par les animaux qui est impactée par la luminosité et la vitesse de l'air. Et après, on fait un audit et puis pour chaque item, on met une note d'appréciation, on fait un rendu et on fait un conseil. Donc aujourd'hui, on a checké 160 bâtiments. Donc où on en est dans notre région pour l'instant. Donc, on a quand même un gros changement de paradigme. On a créé des bâtiments pour s'adapter à l'hiver et aujourd'hui, on a créé des bâtiments quand même pour s'adapter à l'hiver, mais aussi pour résister à l'été. Donc, voilà, Alexandre, tu peux passer. Donc, hop, tu as sauté une diapo. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, c'est la résultante en fait, de nos choix d'il y a 10 ans, un intérêt.
Moi, le premier, donc on avait mis beaucoup de translucides sur nos bâtiments. Donc aujourd'hui, on voit avec le réchauffement climatique que la majorité de nos bâtiments ont trop d'humidité. Après, au niveau de l'abreuvement, donc on a quand même des défauts d'abreuvement. On a du mal à avoir les 10 cm par vache avec des bons débits et des points d'eau bien placés. L'autre chose par rapport aux anciens bâtiments, on avait dit que l'air, il fallait que l'air circule au-dessus du dos des animaux. Donc en période estivale, et vous verrez la vidéo, il faut que l'air il rentre dans le poitrail de la vache. Donc on a un manque de ventilation naturelle. Et on a vu beaucoup de ventilos arriver, de ventilation mécanique, et on voit qu'ils marchent très très mal. Donc on a une très grande hétérogénéité de la réelle efficacité de la ventilation mécanique. Et des fois, ça fait plus de mal que de bien. Et après, comme on veut que les vaches se reposent et se couchent, donc on a quand même donc des notes de confort de logette qui sont très moyennes. Donc, et après, sur la ration, donc vigilance également sur la conservation des fourrages et puis sur la qualité de la race. Ce que je te propose, Alexandre, c'est qu'on ne va pas faire les quiz parce qu'on n'est pas en condition normale, on gagnera du temps parce que c'est compliqué là à voir. Donc, alors, je peux juste expliquer la faute. Donc, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est sur la photo de gauche, le long pan, il est exposé plein sud. Donc, vous verrez à gauche de l'écran, il n'y a aucune vache qui est dans les logettes. Et à droite de l'écran, il y a toutes les vaches qui sont couchées. Et si on passe, en fait, si tu passes à la diapo d'après, donc on voit bien. Donc, à gauche, c'était la partie où il n'y avait pas d'ombre, et à droite, c'était la partie où il y avait un arbre. Donc, le fait d'avoir il manque juste un arbre dans le bâtiment pour couvrir la zone ombragère dans le bâtiment. Voilà. Et on va passer à la dernière diapo. C'est bon, Alexandre, on va passer directement à la vidéo, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, dans le cadre donc on a un projet qui s'appelle Bâti les mieux. Donc je remercie encore une deuxième fois Jean Charette qui a l'initiative sur un financement du CNIEL, où on avait un projet pour adapter son bâtiment d'élevage aux conditions chaudes. Donc vous avez tous les partenaires en dessous qui ont participé à ce projet-là. Et ce projet-là a notamment débouché sur la réalisation d'une vidéo à destination des éleveurs pour voir comment on peut appréhender la réflexion par rapport à la gestion du stress thermique pour nos animaux. Donc voilà, on a fait une vidéo. Donc Jean était présent dans le Rhône. Donc on l'a fait au mois de juillet de cette année, dans des conditions très délicates. Donc je te laisse la passer, Alexandre. Bonjour, donc Mathias Chartier, GAEC Chartier du Herne, en GAEC avec mon père Jean-Pierre. Donc on élève des vaches Primochten, entre 700 000 litres de lait, dans les monts du Lyonnais. Depuis 2015, donc c'est vrai qu'on a des étés de plus en plus chauds, même à 850 mètres d'altitude. Et donc nous, ça se manifestait par des baisses de production laitière, jusqu'à 3-4 litres de lait par jour, et une baisse d'ingestion. On avait des vaches les jours où il faisait très chaud, qui se regroupaient toutes autour de l'abreuveur. Donc en discussion avec notre technicien de Rhône Conseil Élevage, au départ on était plus parti sur de la ventilation mécanique avec des ventilateurs pour améliorer le confort sur ces périodes de forte chaleur. Mais en réfléchissant, on s'est dit que ça serait peut-être mieux dans un premier temps de mettre du confort toute l'année pour les vaches. Donc en fait, on avait une partie des logettes qui était de 1998, qui était plus adaptée aux dimensions qui se font actuellement. Donc on a pris la décision de toutes les changer. Niveau abreuvement, ouais, donc on avait déjà un grand bac qu'on pensait suffisant à l'époque. Mais du coup, on a rajouté 3 mètres d'abreuvement supplémentaires. On a une grosse partie de la toiture qui est côté ouest. Donc l'après-midi, dès que le soleil passait de ce côté, on avait un fort rayonnement sur les vaches. À travers les translucides, ça rayonnait carrément sur le dos des vaches et sur la ration. Et donc pour pallier à cela, on a passé un produit qui sert à blanchir les serres de maraîchage par dessous. Donc on n'est pas monté dessus, faut bien le préciser. Donc qui laisse passer la lumière
mais pas la chaleur. On a une partie qui est vraiment basse, où il y a 2 mètres entre le sol et le toit. Donc là-dessous, c'était vraiment un four l'été en fin d'après-midi. Donc du coup, on a isolé en sous-toiture sur cette partie-là. Et donc on a carrément enlevé le bardage ajouré pour mettre un rideau qu'on ouvre en totalité l'été. Ça, c'est sur la partie sud. Et à la partie nord-ouest, on était en bardage ajouré, pareil. Et donc on a fait un système de trappe manuelle. Quand les animaux sont couchés, il faut qu'elles ressentent l'air. Lorsqu'il fait vraiment très chaud, donc c'est-à-dire quand on arrive à 34-35 degrés à l'ombre en fin d'après-midi, on arrose les vaches avec un jet d'arrosage le soir au moment où on racle. Et pour les doucher et leur faire baisser la température corporelle. Et donc on a fait ça à l'extérieur pour pouvoir amener l'humidité dans le bâtiment. Donc le premier point que je disais, c'était le confort qu'on avait amené tout au long de l'année. Donc là-dessus, on a eu un gain important au niveau production. On a gagné 800 litres de lait sur 12 mois sans changer la ration. Et au niveau des périodes de forte chaleur, on a eu des points très positifs aussi. Et donc on a des animaux qui sont beaucoup plus sereins, calmes et répartis dans le bâtiment. On n'est pas fermé à mettre des ventilateurs, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a bien fait de faire les ouvertures pour faire rentrer de l'air frais avant de brasser de l'air chaud au-dessus du dos des animaux, quoi. Donc à travers l'exemple du GAEC Chartier à Duyarn, on voit bien que pour réfléchir sur l'adaptation au stress thermique, il faut d'abord avoir une réflexion globale de confort des animaux à l'échelle de 365 jours. Donc du confort dans les logettes, du confort dans les lieux d'alimentation, dans les lieux d'abreuvement. Donc en seconde intention, pour améliorer vraiment une ventilation, pour gérer la phase estivale, ils ont fait des ouvertures au sol, ils ont limité le rayonnement. Ça, c'est vraiment de checker son bâtiment pour l'adapter sur ces phases de forte chaleur. Et en dernière intention, on peut aller vers de la ventilation mécanique, vers de la brumisation du douchage, quand on sentirait que les animaux sont vraiment en gros stress thermique. Alexandre, c'est bon. Voilà, Jean-Noël, on a fini notre présentation pour partager notre expérience. Merci de ce partage, effectivement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Du coup, je ne crois pas qu'il y en ait dans le chat, à moins que j'en ai zappé. Non. Question orale? Oui, moi j'en aurais une. Allez-y. Donc Estelle Leroux pour 3CE. Donc dans le cadre du projet Climaco, on travaille également sur cette notion d'impact du stress thermique sur notamment la production laitière, entre autres. Et du coup, je voulais savoir, dans le cadre du projet Robuste, qu'est-ce que vous regardiez exactement au niveau du lait? Du lait? Oui. Donc, on a déjà écrit un premier critère qui s'appelle l'IST, l'indice de stress thermique, qui est note sur 10, qui balise. Donc, quand on parle de stress thermique, il faut qu'on ait des notions d'ingestion, des notions de déficit énergétique et des notions d'instabilité ruminale. Donc, on a travaillé sur les ténors TBTP urée et on a intégré les différents acides gras. Donc, sur les différents acides gras, on a créé aujourd'hui aussi dans notre région un index qu'on appelle l'indice de fermentation ruminale. Donc, on a tracé cet indicateur-là avec des indicateurs de déficit énergétique. Donc, on reprend les petits acides gras, les deux nouveaux, le C16-0 et les C18-1-6-9. Et on a déjà écrit on ne l'a pas présenté cette année, mais on l'avait déjà présenté l'année passée, un critère qui nous permet
En fait, c'est un indicateur qui permet de savoir comment la vache a pu supporter des phases élevées de THI. Et là, on est en train de vouloir le valider à grande échelle avec notre projet en partenariat avec l'Institut de l'élevage, avec IDEA. D'accord, merci. Je ne sais pas si Jean Charest veut dire un petit mot. Il était peut-être parmi nous, j'avais vu. Oui, non, merci pour cette présentation. Rien de particulier à ajouter, si ce n'est que voilà, les documents sont disponibles en ligne suite à ce programme multipartenarial qui a été conduit. Bien. D'autres questions? Je n'en vois pas en tout cas. Bien, ben, il nous reste à conclure là, Christophe, du coup. Oui. Oui, il n'y a plus de sujet, hein, on est bien d'accord. Ok. Oui. Et je vous remercie. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur présentation et qui ont réussi à présenter leur projet différents sous un aspect assez dynamique, malgré que bah, les conditions sont quand même moins propices que le présentiel, mais on a quand même réussi à avoir une journée très, très intéressante, enfin en tout cas à mon sens. Les sujets qui sont évoqués, ben, ils sont bien dans l'air du temps. Et répondre à ces enjeux et faire face à ces défis, ça va quand même être quelque chose d'important pour nous pour la suite. Voilà. Donc, fin de la première journée. On se retrouve normalement demain à 9 h, il me semble. Tu confirmes, Christophe? Tout à fait, oui, oui. La deuxième journée. Voilà, et ben, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain matin. À demain. Pas de souci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.